Quand quelqu'un arrive pour la première fois, les seules questions à lui poser sont: as-tu faim? As-tu sommeil? Veux-tu te laver? Viens, on t'attendait. Le sujet est formidable, le sujet de l'abbé Pierre est formidable. Une fois que je me suis intéressé pour tout un tas de raisons pas forcément passionnantes à raconter au sujet même de l'abbé Pierre, de l'écho avec notre époque de civilisation, notre monde, notre sociologie en ce moment sur notre territoire et ailleurs, le risque c'est l'histoire. Est-ce que derrière il y avait quelque chose ? Donc ça, il a fallu que je prenne le risque de me documenter, en fait, de faire connaissance avec ce petit bonhomme en me disant, ça se trouve, c'est une vie assez crescendo, ce que n'aime pas forcément le cinéma, en tous les cas la dramaturgie. Mes amis, croyez-moi, je comprends votre désarroi. Dès que j'ai commencé à lire, à me documenter sur lui, à rencontrer des témoins qui l'avaient connu, la première impression a été assez forte parce que ça a été une impression double. D'abord d'avoir dans les mains la promesse d'une grande épopée, ce que j'ai essayé de retranscrire dans le film par toutes les vies qu'il a eues, toutes les catastrophes qu'il a connues, tous les échecs, les obstacles. J'étais à vos côtés, au front, résistant contre l'envahisseur. Nous nous battons contre l'infamie. Contre la dictature. Ce que vous faites, c'est très bien, mais si vous êtes grillé, vous ne sauverez plus personne. Et puis la promesse d'un grand roman sentimental presque, par la découverte de sa compagne. Il a une compagne de vie pendant 40 ans, divinement incarnée par la divine Emmanuelle Berco. Voilà, déjà j'avais deux éléments qui donnent à rêver n'importe quel cinéaste. J'avais un beau sujet, une histoire totalement inattendue que je ne connaissais pas, que personne ne connaissait. Je la connaissais évidemment pas, mais en vérité personne ne la connaît. Et même de trouver des gens vivants qui l'ont connue, moi j'en ai rencontré deux simplement, les autres sont plus là. Et il y avait très peu de documents sur elle, parce que comme je pense que c'était quelqu'un d'assez discrète, elle est sur assez peu de photos. Enfin bon bref, moi j'ai quand même eu quelques documents pour travailler. Et où l'on lise sous ce titre « Centre fraternel de dépannage » ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime. Et la révélation non pas d'un petit truc un peu voyeur de « ah, il a vécu avec une nana », mais fondateur et beau et intime et fragile entre eux et émouvant et quelque chose qu'on ne connaissait pas de cette intimité. Ils ont vécu 40 ans dans des petits appartements ensemble, ils allaient faire pipi au même endroit, ils avaient leur chambre l'un en face de l'autre, ils mangeaient des raviolis ensemble. Tout ça m'a vraiment saisi, quoi. J'ai vraiment eu envie de raconter cette histoire, en oubliant même parfois que je racontais l'abbé Pierre. En fait, je racontais cette histoire-là, quoi, leur histoire. Tout ce qui comptait pour elles, c'était qu'ils aillent au bout de leur mission, c'est-à-dire d'essayer d'aider autant que faire se peut ceux qui souffrent, ceux qui n'ont pas de quoi vivre. Et ça, elle l'a fait dans l'ombre. Et c'est très beau aujourd'hui que le film de Frédéric pas la réhabilite, parce que, enfin, la révèle en fait, la révèle tout simplement. Elle a été vraiment un pilier et elle lui a permis, elle a participé à permettre d'accomplir tout ce qu'il a accompli. Ça, c'est une certitude. Je vais bien vous aider. Merci, ma sœur. Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va? Va pour Abbé Pierre. En fait, on se connaissait, j'avais joué un petit rôle dans SK1. Et donc, je me suis dit, ah chouette, il vient vers moi et il me connaît déjà un peu, donc c'est déjà une petite accroche, quoi, comme à la pêche, déjà un petit hameçon. Je me dis, j'ai peut-être une petite longueur d'avance sur mes camarades qui passent les essais, parce qu'il y avait des essais. Parfois, il y a des propositions qui viennent vers vous qui paraissent totalement saugrenues, et après, c'est en tirant ce fil que j'ai compris pourquoi on pensait à moi, et puis je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée en fait. J'étais à vos côtés, sur les bancs de l'Assemblée. Les malheureux souffrent et regardent vers vous, et vous ne faites rien. En fait, je devinais une histoire insensée, parce qu'en fait, en ne connaissant que l'homme vieux, l'homme médiatique, et de voir à quel point il était habité par ses colères, ses discours, je me dis, il a forcément une vie insensée.
Et donc j'étais très curieux. Je savais que j'allais découvrir des choses sur lui. On m'a appelé la voix des sans-voix. On m'a célébré, on m'a applaudi. On m'a contesté, on m'a trahi. J'étais avide de lire ce scénario. Et puis en le lisant, j'ai vu la promesse de cinéma, mais la promesse aussi de tournage inédit. Je sentais que ça allait être un long tournage et que ça allait être une aventure humaine. Pour moi, acteur aussi, et avec un discours. Parce qu'en fait, quand vous avez un personnage qui est très très excitant à jouer, soit parce que c'est un gros salopard, ou parce il y a un travail de composition, il va falloir se grimer. Mais là, quand je lisais ce qu'il avait à dire, son discours, on se dit en plus quand ça épouse un discours, mais c'est fabuleux. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée, cette nuit à 3 heures, sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. On se dit, je vais forcément être aidé par l'émotion de ce petit homme qui a existé et qui avait une telle force d'orateur, d'éloquence. Et donc, je suis sûr que ça va être passionnant à traverser. Et j'étais ému en lisant. Et c'est toujours. Et puis je commençais déjà à dire les mots. Vous attendez qu'il y en ait combien pour que ce soit votre rôle? Qu'ils y passent tous? Allez-y. Chaque nuit, ils sont plus de 2000, recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Moi, je sais que quand je commence à dire un peu à voix haute un scénario et à commencer déjà à lire à voir comment ça résonne, c'est parce qu'il y a un désir et puis parce que tout d'un coup, je me suis dit, c'est moi, il faut que ce soit moi. Cette présomption-là de me dire que j'en étais capable alors que c'est effrayant au possible. C'est évidemment tétanisant, on se dit que c'est complètement fou, mais c'est là qu'on est un peu kamikaze parfois dans ce métier et que voilà, on saute dans des aventures comme ça à pieds joints en embrassant tout ce que ça va être de difficultés, de questions, de doutes. Écoutez-moi, en 3 heures, 2 premiers centres de dépannage viennent de se créer. L'un sous la tente, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, l'autre à Courbevoie. Ils regorgent déjà. Il faut en ouvrir partout. Après, le travail commence en partageant avec Frédéric. D'ailleurs, dès les essais étaient complètement fous. C'était à 10h30 du matin, dans un tout petit bureau de casting. Je ne sais pas si vous avez vu la série Casting de Pierre Ninet. Et on m'a mis un béret sur la tête, on m'a donné une cape. Et j'avais un pupitre, vous savez, un pupitre pour mettre les partitions de musique, qu'on a mis tout droit comme ça, et on m'a dit, voilà, ça c'est ton micro. Et j'avais 2 discours, le discours de l'hiver 54, à Radio Luxembourg, à la radio, et un des grands discours emblématiques, Palais des Congrès. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette. Et le travail a commencé là, en fait. Le travail, j'étais pétrifié, mais j'en ai fait trop un peu d'ailleurs. J'étais un peu en surémotion. J'étais très volontaire, je me rappelle. Il m'a dit, tu peux descendre un peu, t'es pas obligé. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieux où il y ait couverture, paille, soupe. C'est le plaisir de la cuisine interne, de comment, jusqu'où déplacer. En fait, déplacer pour pas que ce soit vraiment moi, mais que c'est moi, parce que évidemment c'est moi le corps et la voix. Donc je vais utiliser mes émotions, je vais être au plus près de moi et en même temps en pensée tout le temps connecté à ce mec, ce monsieur, ce grand monsieur, ce mec qui n'est plus là. Non, mais ça c'est de décaler un peu le menton en galoche, sans avoir l'air ridicule. Mais Emmanuelle était morte de rire et du coup à la fois elle me disait mais non mais je ris mais parce que c'est super, mais pas parce que. Et donc, faut plus y penser. Fred, on s'envoyait des voix, de comment on met de l'air dans la voix, puis, parce qu'il y a le stade de 50 ans, puis il y a 70 ans, puis il y a 90, 94. Oh, on va remonter. Hein, on est fatigué. Ici, je vais vous préparer un thé bien chaud. Oh, mais vous avez fini tous les biscuits. Mais non. Mais si. Mais non.
des réserves. Moi, c'est ça que j'ai adoré dans le travail avec lui, c'est que c'est d'une solidité incroyable du fait de son cursus d'acteur, de son expérience. Mais il y a vraiment des moments où, dans sa solidité, il trouve des fragilités comme ça le dépasse en fait. Ça dépasse tout ce qu'il sait faire à la perfection et ça devient super émouvant. 1 milliard pour le logement d'urgence, c'était encore trop pour vous et vos amis parlementaires. Cette séquence au conseil d'administration, quand je l'ai tournée, quand je l'ai montée, j'en étais bouleversé à chaque fois. Quand on monte, on la voit des dizaines et des dizaines de fois. J'ai vu le film en projection 50 fois. Elle est géante. Son interprétation à ce moment-là est géante. Je ne sais pas si lui en a conscience dans son travail, mais son travail, lui, est comme ça. Il te livre un travail hyper solide et dedans, tu vas chercher des petites choses. Emmanuel, c'est totalement différent. Donc, non, mais c'est l'art d'un. Je trouve que c'est l'art de la mise en scène de faire qui. Non, mais Emmanuel, elle est tout de suite très intuitive, tout de suite très. Ça part très haut. Benjamin, il te rassure, bam, c'est solide. Et puis dedans, on va chercher l'émotion, on va chercher le petit truc magnifique. Et c'est. Ça occupe une vie entière, hein, les acteurs. J'ai douté. Vous passez trop de temps avec les médias. Les gens y voient de moins en moins la charité, la bienveillance. J'avais pas du tout la même difficulté que Benjamin, parce que comme personne ne la connaît, je n'étais pas obligée de l'imiter ou de lui ressembler. D'ailleurs, je lui ressemble pas du tout. J'ai essayé de mettre des choses d'elle, mais je n'avais pas à devenir elle. Donc c'était quand même... Il fallait que j'invente un personnage entre elle et moi, on va dire. Enfin, plus elle que moi quand même. Vous vous rendez compte? On a construit tout ça en dur. Ouais. Pour héberger tous ces gens. Ouais. C'est vrai. Il y a cette phrase qui m'avait marquée qui dit « Faite pour commander, qui plus qu'elle a su chaque jour être servante ». Et je pense que c'est une femme qui a été, d'ailleurs elle l'a écrit, je l'ai lu, qui a été énormément tiraillée entre son tempérament de chef et son autorité même, et le fait d'éteindre tout ça pour vivre dans l'ombre de l'abbé Pierre. D'ailleurs, on m'a dit qu'elle marchait toujours 3-4 pas derrière lui, qu'elle lui parlait jamais devant les gens en public, elle l'attendait puis elle lui parlait toute seule après. Enfin, elle s'est vraiment effacée pour lui, parce que je pense qu'elle avait une immense admiration pour lui et qu'elle a voulu être son soutien, mais pas lui passer devant, évidemment. J'aime bien vivre ici, avec eux et avec vous. Ah. Moi aussi. Je pense que de toute façon, elle était inconditionnelle de l'abbé Pierre, parce que le dernier secrétaire de l'abbé Pierre, Laurent Desmarques, qui est un mec génial et à qui on a beaucoup parlé évidemment, m'a dit que ce soit lui, Laurent Desmarques, ou elle, Lucie Coutas, parce qu'il l'a connu lui, ils ont toujours désapprouvé ce que faisait l'abbé Pierre, mais ils l'ont toujours suivi. Alors qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec ses manières de faire. Et elle dit elle l'a suivi toute sa vie, alors elle désapprouvait toujours ce qu'il faisait. Et il y a une autre phrase de Lucie Coutas que je voulais dire, que je trouve très belle, c'est qu'elle dit Emmaüs, ce n'est pas ce que nous avons fait, c'est ce qui nous est arrivé. Et ça veut dire que c'était plus grand qu'eux, en fait. On y va. Évidemment que ça m'a marqué et que je suis marqué à vie et que c'est ce que je voulais et que ce personnage, cet homme, je vais vivre avec lui jusqu'à la fin de mes jours, j'espère, et qu'il va m'inspirer tous les jours, me taper sur l'épaule en disant à quoi ça a servi que tu me joues si c'est pas pour en tirer quand même aussi une leçon. J'ai désespéré. Emmaüs, c'est fini. C'est à nous de vous aider maintenant. J'ai raté tellement de choses. C'est pas un film comme les autres, c'est sûr. En fait, il y a des films qui ont beaucoup plus de sens que d'autres et on raconte pas une histoire et puis on passe à un autre film. Et cet homme, il a existé et en plus, le film, il a peut-être aussi, au-delà de l'œuvre de cinéma, cette mission d'éveil des consciences civiques. Donc, il y a peut-être une forme de combat en héritage qu'on a à travers cette œuvre de cinéma. Donc c'est un projet très singulier.
Et puis, moi, je suis tombé aussi un peu amoureux de l'abbé Pierre, de cet homme. Parfois, je rêve de lui, je rêve que je le rencontre, qu'on est amis. Enfin, c'est bouleversant. Hein. Et en ça, c'est une chance de l'avoir rencontré de cette manière. Je me suis souvent trompé. Mais m'a-t-on seulement écouté? Vous vous rendez compte? On a construit tout ça. J'ai tourné le film de Maïwenn juste après. Et au début, je parlais comme ça. Je jouais mon personnage et j'avais le réflexe de jouer avec le menton un peu en galoche comme ça. Et j'étais là, merde, non, mais c'est pas du tout le personnage. Donc il y a des petites traces comme ça, des choses qui restent. Moi, j'ai pas ce truc de sortir du personnage, d'être hanté, d'être possédé, donc comme une espèce de... Il faut expulser. J'ai pas vraiment cette chose-là.